Bonjour à toi chers spectateurs, alors je devais faire cette vidéo avec Rémi, mais je ne sais pas où il est, donc je l'attends. Ah et toi tu débarques comme ça dans les vidéos, toi, t'es le James Bond, tu débarques dans le coin de l'écran. Apparemment oui. Bonjour Rémi, tu vas bien? Bonjour Valentin, ouais, et toi? Bon oui, écoute, donc dans cette vidéo, vu la discrétion de Rémi en rentrant dans le cadre, vous vous doutez, on va parler d'espionnage, on va parler du plus grand agent secret du cinéma, je pense qu'il n'y a pas faute à dire ça, qui a fait donc sa 25e aventure sur grand écran, qui est supposé conclure la partie avec Daniel Craig, et qui se nomme donc Mourir peut attendre, ou No Time to Die, de Cary Joji Fukunaga. J'ai répété, hein, je te jure, j'avais vraiment pas envie de me planter sur son prénom parce que ça aurait été dommage. L'histoire, pour faire extrêmement simple et éviter de trop vous spoiler l'entièreté de la dramaturgie, je vais vous résumer la situation avant le générique, parce que ça fait quasiment 30 minutes de film. James et Madeleine sont donc partis en vadrouille, James est parti à la retraite donc du MI6, il coule des jours heureux, mais du jour au lendemain, Spectre va ressurgir de nulle part et va se mettre à traquer James et Madeleine. Je pense que c'est bien résumé parce que si on en dit trop, on va révéler des éléments de l'histoire, ça serait dommage, les bandes annonces le font déjà assez, on va se limiter à ça. Et on pourra en parler avec moi, parce que je savais que c'était un des films qu'il attendait le plus cette année, et que j'avais envie d'en parler avec lui, oui. J'ai donc demandé à Rémi de venir. Et me voilà. Et le voilà, il répond à l'appel, et c'est ça que j'aime avec lui. Comment résumer le contexte du film? On l'a attendu, ce James Bond, non mon cher Rémi? Ouais. On l'a beaucoup attendu, peut-être un peu trop. Honnêtement, trop, ouais, prévu il y a 2 ans maintenant. C'est pas une vanne à la base, je crois. Il devait sortir en novembre 2019. Mais à ce moment-là, il y a un truc qui a commencé à pointer le bout de son nez, donc il a été redécalé en avril 2020. Puis redécalé en novembre 2020. Puis redécalé à novembre 2021. Puis avancé à octobre 2021. Dans le genre jongler avec les dates, je crois que j'ai rarement vu un film faire ça aussi bien. Il n'y avait que Dune qui avait réussi à peu près à faire la même chose, mais encore, c'était plus light. Donc on l'a beaucoup attendu, teasé énormément comme étant donc le dernier volet avec Daniel Craig, en sachant qu'à une époque, Spectre devait déjà être le dernier volet avec Daniel Craig, donc ouais. Moi, ça m'a un peu surpris de le voir reprendre les commandes, même si voilà l'histoire pouvait apporter un petit peu plus, ça m'a surpris. Le film donc s'est fait énormément attendre, est passé par beaucoup de stades, a carrément eu droit à des reshoots, parce que les placements de produits dans le film n'étaient plus d'actualité. C'est presque surréaliste de dire ça, mais des reshoots parce que la montre qui était dedans Omega n'était plus dans le catalogue. Ça me surprend toujours autant. Ajouté au budget, hein. Ouais, qui ont été ajoutés au budget qui était déjà assez monstrueux du long métrage. La promotion qui a été faite du coup minimum 3 fois. Hein, ouais, 3 fois c'est ça, ouais. 3 productions, plus de 6 bandes annonces différentes du film qui existent sur internet, c'est quand même assez extraordinaire et je crois que honnêtement j'ai jamais vu un blockbuster avec autant de bandes annonces. C'est assez surréaliste. Et autant de bandes annonces qui ne spoilent pas tant que ça le film au bout du compte. Même les dernières, elles n'en montrent pas tant que ça. Donc, ouais, non. Mais un contexte bien hasardeux tout de même. Et ce contexte placé, ouais. C'est ce moment où je me tourne vers toi, Rémi, et que je te demande ce que tu as pensé de Mourir peut attendre. Mourir peut attendre. Eh ben écoute, j'ai beaucoup apprécié le visionnage du film. Effectivement, donc c'était un film, l'un des films les plus attendus pour moi de cette année, avec le Snyder Cut et Top Gun, qui n'est pas encore lui sorti. Bon, et donc affaire à suivre, on verra. Faudra encore attendre un petit peu Top Gun, ouais. Matrix, je mets pas trop dedans parce que bon, je sais pas trop quoi m'attendre et voilà. Je suis un peu plus confiant sur le Top Gun, disons-nous, mais bon, bref. Donc beaucoup d'attentes, mais au-delà de ça, je me suis pas non plus fait de je n'ai pas fondé d'attente personnelle sur le film. Tu t'es pas fait de faux espoirs. J'attendais le film, mais je n'ai pas fondé d'attente avec des espoirs, tiens, est-ce que si, est-ce que ça. J'étais assez en distance avec tout ça, mine de rien, et donc le film arrive, et je l'ai pris comme il fallait simplement le prendre. Et donc vis-à-vis de ça, c'est vrai que j'ai passé un excellent moment. Bon, comme je te le disais, j'ai pas eu le temps de revoir les précédents, et Skyfall comme Spectre m'avait énormément plu. Donc là, comme ça, à chaud, je dirais que je préfère Spectre ou Skyfall, mais il faudrait que je revoie un petit peu toute la saga et que je fasse mon petit classement final, quoi. Donc voilà, un bon James Bond, un super Daniel Craig, qui est toujours... On voit qu'il a vieilli, hein. Par contre, ça c'est très visible, mais ouais, qui fait toujours bien le taf. On sent qu'il est toujours
peu, tu sais, comme Han Solo là, dans Star Wars 7. C'est pas faux. Il c'est sort vrai. avec Chewbacca. Un peu moins vieux quand même qu'Harrison Ford dans Ouais. Star Wars 7. Mais Mais ouais, non, t'as raison. ça marche toujours bien, donc voilà, une bonne réception pour ma part du film, et on va en parler plus en détail juste après. Ouais. Alors, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, je défendais un peu Spectre. Alors, aujourd'hui, je suis revenu beaucoup en arrière. Je ne trouve Spectre pas bon. Au moins, ça s'est posé. Je trouve que c'est une bonne conclusion à l'arc narratif de la partie avec Daniel Craig, qui pour moi a vraiment pour pilier central en termes de dramaturgie Casino Royale, Spectre et donc Mourir peut attendre. Les autres sont dedans, mais tu sens qu'il n'y a pas forcément la même position dramatique qui est placée, c'est-à-dire que Quantum of Solace ou Skyfall sont des films qu'on peut regarder à part. Pour moi, l'arc narratif, là, il est vraiment Casino Royale, Spectre, Mourir peut attendre. Il conclut bien cet arc narratif, ce qui est une première, il faut le rappeler, dans la saga James Bond. Il n'y avait jamais eu avant d'arc narratif entre les volets, même s'il y avait des petits clins d'œil des fois, mais c'était jamais, il n'y avait jamais vraiment de continuité entre les longs métrages. C'était généralement une aventure, un film, ce qui est assez audacieux. On en parlera très légèrement dans une partie spoiler au niveau de l'écriture, mais qui a tout de même quelques prises de risque qui, je pense, vont être appréciées par certains et vont être vraiment détestées par les puristes de la saga qui vont se demander ce que ça fout là. Honnêtement, on en parlera, mais je pense qu'il y a des éléments que les fans vont détester. C'est clair et net. Mais je trouve que le film a une vraie énergie et une vraie passion pour l'univers James Bond. Et là-dessus, il y a beau y avoir plein de défauts, et je les évoquerai, je trouve qu'ils sont énormes des fois, et ben j'aime beaucoup ce film. Et il m'a foutu des frissons. À plusieurs reprises, j'étais vraiment en train de regarder un long métrage qui me prenait par les sentiments, et peut-être avait une pointe de nostalgie qui m'a vraiment touché, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je pense que c'est un de ces films où j'aurai un affect particulier, où j'aurai envie de le garder en mémoire et de me dire, il n'est pas parfait, mais il a un petit truc. Il a une petite patte, il a une élégance, il a un geste, il a quelque chose. Là-dessus, c'est clair et net. Ce que tu dis me fait penser à ce que l'on pouvait dire aussi il y a quelques mois maintenant, quand Avengers Endgame était sorti. J'allais te dire que ça avait un peu le même effet. Voilà, c'est un peu le même effet. La fin d'un grand arc narratif tenu quand même par un seul mec sur 5 films. C'est pas un doublon de film, c'est pas une trilogie, c'est une pentalogie quoi. Ouais. Donc et c'est James Bond, c'est juste lui, donc c'est pas comme d'autres sagas où tu peux avoir plusieurs équipes de super-héros ou autres. Là c'est juste Daniel Craig qui tient quand même 5 films. Donc bravo à lui en tout cas. Oh, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ouais, en tout cas, moi je retiens vraiment ça, un film qui veut aller au bout des choses, qui le fait pas toujours avec finesse ou justesse, mais qui honnêtement transpire une vraie sympathie. Moi c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir de ce film. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Ouais, allons-y. Si ça te va. Donc basé toujours sur le personnage de Ian Fleming. Donc le scénario ici, chose très surprenante, parce que je crois que c'est une première dans toute la saga, le réalisateur du film touche un peu à l'écriture du scénario. Donc le scénario est signé Phoebe Waller-Bridge, Kari Joji Fukunaga et Robert Wise et Neil Purvis, qui eux sont des grands habitués. Eux ils font des James Bond depuis l'époque de Timothy Dalton si je me plante pas, donc ils ont plus rien à apprendre entre guillemets dans le métier. Le scénario est extrêmement dense. Je pense que déjà là-dessus tu vas pas me dire le contraire. C'est dense et en même temps ça peut être vite résumé si on le résume bien quoi. C'est je trouve. James Bond face à un méchant. Non mais bon moi je trouve ça un peu j'aime pas dire c'est un peu cliché, j'aime pas du tout dire ça, mais c'est un peu le fond de ma pensée. Stéréotypé, on va dire. Ouais, voilà. Très stéréotypé et très archétypal en termes enfin c'est un James Bond vraiment, mais je pense je te laisse boire et je vais combler pendant ce temps, mais je pense très honnêtement que depuis Spectre, ils ont envie de ramener un petit peu plus de classicisme à la James Bond en termes d'histoire et en termes de personnages, dans le sens où Spectre déjà renoue beaucoup avec ça, mais Skyfall le faisait un peu de manière détournée en jouant avec ces codes-là, mais en mettant en scène un vrai méchant, tout en ramenant des codes un peu plus comiques ou un peu plus dramatiques qu'il pouvait y avoir avant. Et si Spectre, dans sa grande maladresse d'écriture, avait tendance à en faire trop en termes de comédie, on peut reprocher à Mourir peut attendre d'être trop dans le pathos et l'émotionnel, par moments un poil forcé. C'est-à-dire que je trouve que constamment on va vouloir jouer sur une petite corde sensible et émotive qu'on a rarement eu dans les James Bond, qui pour moi fonctionne et par moments sonne comme un poil lourde. Dans le sens où du coup on a des personnages qui sont parfois
très bien amenés, et d'autres, comme la nouvelle 007, qui sont un peu bâtards et pas forcément très très bien juxtaposés à l'histoire. Je sais pas ce que tu en as pensé d'ailleurs, toi, de... Parce qu'il y a beaucoup de personnages finalement réduits dans une histoire qui, comme tu disais, est très simple. Ouais. Tu me poses une colle. Ah, je te pose une colle. Hein. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, après, là, on est sur la fin pardon, d'une pentalogie. Moi, j'ai mis toute mon attention sur James et puis sur Madeleine. Principalement, quoi. Puis avec quand même un petit peu, évidemment, Q, voilà, histoire de voir un peu comment ils allaient aider nos deux héros. Donc en soi, même la James Bond Girl, enfin non, pas la James Bond Girl, la 007, parce que les James Bond Girls c'est autre chose. Et puis là c'est fini, là il n'y en a pas de James Bond Girl dans ce film. À pas. part Madeleine, il n'y en a pas. Hein. Et encore, c'est pas vraiment une James Bond Girl pour moi. Bah non. Finalement, c'est vrai que ça peut sembler être un peu surfait, un peu effleuré. Ils auraient pu aller chercher plus loin, c'est clair. Mais c'est pas le cœur du film. Enfin, c'est pas. Ah non. C'est pas. Comment dire, ça n'est pas du tout les objectifs du film. En écriture, ça va être intéressant de les développer davantage, certes, mais après, c'est mon point de vue. Je pense pas qu'on puisse le reprocher au film. On veut vraiment se centrer sur les deux personnages cités précédemment, quoi. Donc voilà. Ouais, non, clairement. Et puis après, ce qui est surprenant, c'est que si on peut trouver des déséquilibres sur la narration globale du film, trouver que c'est un poil long et que c'est un poil éparpillé, je trouve ça assez intéressant l'idée de, encore une fois, et c'est ce qui a guidé, comme tu disais, la pentalogie Daniel Craig, de vouloir jouer avec les codes des James Bond pour amener un petit peu de nouveauté. Là où Casino Royale reprenait vraiment des codes à l'ancienne, mais les greffait dans une histoire très crédible et très réaliste. Là où Skyfall choisissait de privilégier le personnage de James Bond à son aventure en elle-même. Là où Spectre aussi voulait jouer un côté beaucoup plus émotionnel et peut-être parfois un peu mal amené. Ici, l'objectif, c'est vraiment de utiliser des codes de base des James Bond, les mettre dans un contexte où James ne fait plus partie du MI6 et donc du coup il va pas avoir les mêmes responsabilités et construire une histoire qui va déconstruire ces codes pour un petit peu revenir aux origines, mais ça on l'évoquera plus dans la partie spoiler, mais en même temps vouloir, comme tu disais, se recentrer sur James et Madeleine. Faire en sorte que ça soit eux le cœur dramatique de cette histoire. Ouais. Ce qui effectivement, tu le disais un petit peu, amène un peu plus de pathos parfois, mais bon, quelle histoire d'amour, quelle histoire de romance n'est pas un petit peu pathos. Oh oui, voilà, complètement. Mais ouais, du coup, c'est une histoire en fait où tu sens qu'il y a plusieurs points de vue qui se mêlent. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais moi j'avais vraiment cette sensation que d'un côté tu avais Robert Wide et Neil Purvis qui construisaient leur histoire à la James Bond plutôt classique, avec notamment cette mission à Cuba, avec cette grande base à la fin qui clairement fait écho à un certain premier James Bond. Et d'un côté, tu as Phoebe Waller-Bridge et Kari Joji Fukunaga qui veulent eux amener plus de nouveautés et plus de grandiloquence à cette aventure. Je pense que Phoebe Waller-Bridge est plus là pour l'aspect très émotionnel de nombreuses scènes. Okay. Et Kari Joji Fukunaga est plus là pour construire vraiment une histoire qui soit vraiment épique et très divertissante. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ces nombreux points de vue qui se mêlent à toute l'histoire. Ouais, là je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai pas ressenti ça plus que ça. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, ce serait aussi finalement quelque chose... Est-ce que ce serait pas quelque chose qui serait un peu spécifique à la saga de Daniel Craig? Pas forcément tous les films, mais vu qu'on s'attarde vraiment sur le personnage, c'est pas juste le 007, c'est James. Il aime Vesper, il y a un problème, etc. C'est vraiment... c'est James Bond est devenu un réel protagoniste. I'm the protagonist. Est devenu un réel protagoniste réellement développé, quoi. Donc... c'est peut-être en ce sens que voilà, on peut se dire bon, c'est James Bond et dedans ils ont greffé Daniel Craig avec des histoires blablabla qui sont un peu hors contexte peut-être vis-à-vis des œuvres. Alors après, je suis pas un expert James Bond, je veux pas me mettre des gens à dos, mais certains peut-être pourront compléter dans les commentaires ou autres, hein, mais voilà, ça fonctionne bien, je trouve, ça le fait, quoi. Ouais. On spoil un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que moi j'ai bien envie de rentrer quand même dans certains détails pour notamment un petit peu conclure cette saga. Donc je vais mettre le timecode d'habitude où il y aura plus de spoilers. Alors vraiment, restez pas là si vous n'avez pas vu le film, parce que je vais vraiment spoiler la fin, parce que pour moi la fin elle est très intéressante à analyser parce qu'elle est très surprenante par rapport à la saga. Donc
concrètement, pour moi, c'est un film qui, je sais pas ce que tu as eu comme sensation, mais moi, je suis un grand amoureux des James Bond. Pour moi, c'est un James Bond qui a une saveur très particulière avec cette fin. Parce que c'est loin d'être une fin classique. Parce que lorsqu'un acteur tire sa révérence, Ouais. on ne fait jamais ça, d'habitude. Il reste là, et puis genre, on fait comme ça avec. Là, ici, Bah, c'est un drame, hein. oui, voilà. Voilà. Ah non, mais là, voilà. Tu le dis ou je le dis? Ce qui se passe à la fin? Allez, vas-y, lance-toi, dis-le. À la fin, À la fin, notre cher James paix à son âme. repose en meurt. paix, Voilà. malheureusement. Voilà. Non, mais ouais, non, mais c'est vraiment hyper culotté. Et le film est au-delà de ça très culotté parce qu'il y a Felix Leiter qui meurt. Ouais. Et on a quand même beaucoup de personnages assez emblématiques de la saga qui tirent vraiment leur révérence là Bah, pour le coup. puis M dans Skyfall aussi. Il y avait même dans Skyfall, ça c'était vraiment histoire de renouer un petit peu avec le côté à l'ancienne des James Bond, où c'était plutôt un homme qui était à la tête du MI6, et ce qui rendait plutôt bien d'ailleurs. Mais là, ouais, c'est vraiment, l'objectif est vraiment c'est une conclusion. C'est vraiment une conclusion, un poil noir, et moi personnellement, ça m'a vraiment tordu un peu, ça m'a fait un peu mal au cœur. Ouais. Mais au-delà de ça, tout le film est littéralement un voyage dans la saga James Bond. Je veux dire, si vous aimez un tout petit peu les James Bond, Safin, c'est Dr. No. Clairement, ça n'est jamais caché. Donc le premier méchant de la saga cinématographique James Bond. Les décors font penser à un paquet de James Bond avec Roger Moore ou avec Sean Connery. Il y a carrément des scènes. La scène à Cuba, c'est du Timothy Dalton. À aucun moment le personnage de Paloma n'est autre chose que le personnage de la James Bond Girl de Permis de tuer. Tous les films sont situés et sont référencés dans son métrage. Et rien que l'histoire, si on veut être vraiment tatillon, ça fait penser au service secret de Sa Majesté. Et on en parlera ensuite, mais Hans Zimmer va carrément jusqu'à réutiliser le All the Time in the World qui était utilisé dans la bande originale de Service secret de Sa Majesté, chanté en plus par Louis Armstrong dans la bande originale du film. C'était l'instant fanboy, je t'annonce. Ouais, effectivement. Okay. Tu as fait des petites découvertes, mais ouais, c'était un instant fanboy, mais clairement, voilà. Bon. En tout cas, ça influence beaucoup l'histoire qui du coup en devient très tragique et très dramatique et qui fait ressortir un petit peu l'aspect vraiment pierre angulaire finale, je trouve, en termes d'écriture de la saga. Ouais, et puis bah, du coup, deuxième spoil, hein, le fait que James est une fille, bon, ça ajoute à ce pâteau évidemment, mais bon, ouais, ça fonctionne et c'était. Mince, comment on dit, imprévisible, enfin Ouais. je m'y attendais pas du tout, quoi, tout simplement. Donc ça ajoute à l'émotion qui est qu'à la fin, eh bien, on retrouve une femme et donc leur fille seule avec donc cet homme qui est mort pour une bonne cause. Ouais. Mais ouais, ça fait bizarre de se dire que James Bond quoi se sacrifie tout simplement. Et jusqu'à un certain stade dans cette scène finale, dans cette séquence finale, on peut se dire est-ce qu'il va pas y avoir un ressort scénaristique Ouais, c'est ça qui va qui le faire engage amener. un retournement de situation, un hélicoptère qui débarque, n'importe quoi. Mais moi, comme du on coup, le voit souvent. j'aime bien ce fait qu'ils assument ce mais côté bien très sûr. tragique et Ouais. dramatique. Et pour moi, ça apporte vraiment un Ouais. poids à cette aventure qui, comme je te disais, du coup, utilise une corde sensible Mhm. où vraiment on joue avec le personnage, là, pour Ouais. le coup. Et du coup, c'est très très fort. Ouais. Pour moi, c'est vraiment fort. De mon point de vue, après, bon, je suis pas trop sensible moi, aux relations père-fille, enfin ça dépend aussi comment c'est amené, mais là ça reste quand même du supplément. Je Et puis pense c'est plus que, Madeleine-James, voilà. la relation qui est vraiment utilisée en corde sensible. c'est ça. Ça aurait été, tu vois, juste en termes d'écriture, est-ce que si tu retires la petite fille, est-ce que ça enlève beaucoup? Je Non. pense pas. Un Non. petit peu. Un Sur petit le peu, fait ouais, que, mais pas tant. parce que notamment à un moment donné, tu sais, elle dit mais c'est pas toi le père. Bon après on voit qu'elle a des yeux bleus. Bon c'est ouais voilà, enfin, la question que je me posais c'était voilà, est-ce que si elle la retire c'est important ou pas finalement le personnage Le personnage tient le coup derrière. ouais ça le fait mais Ouais. c'est pas non plus dingue quoi. Après elle est petite aussi donc Ouais, c'est peut-être ça, ouais. je sais pas, je m'avance pas plus sur ça en tout cas, réflexion en cours. Ouais. Voilà. En termes de mise en scène, donc le choix de Kari Joji Fukunaga, moi, m'a beaucoup surpris, je dois avouer, au tout début lorsqu'il a été annoncé, parce que étant un des showrunners de la série True Detective, mais ayant à côté fait juste quelques trucs à gauche et à droite, ça m'a semblé surprenant parce qu'il y avait Danny Boyle pendant un temps qui
qui était attendu comme à la direction du film. On a même évoqué le nom de Zack Snyder, ce qui m'avait beaucoup fait à l'époque, j'avais tout de suite pensé à toi. On avait évoqué Christopher Nolan aussi, enfin il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués. Danny Boyle a longtemps été affilié à ce film avant de se retirer. Le choix de Kari Joji Fukunaga du coup m'a beaucoup surpris. Je trouve qu'il maîtrise en grande majorité son long métrage. On va dire clairement que le film visuellement se tient. Après, si on était vraiment tatillon, on reprocherait des trucs qui sont assez aberrants. Personnellement, moi ce que j'ai envie de retenir de ce film, avant de passer à 2-3 points négatifs pour être tatillon, c'est la maestria vraiment et le côté grandiose du long métrage. C'est-à-dire que, je disais ça à Rémi en dehors de la caméra, on a vraiment cette même puissance et cette même intensité que devant Dune. C'est-à-dire qu'on sent que le film se base sur de la crédibilité et sur du concret. Des vrais décors, des cascadeurs, des séquences imposantes, un vrai travail du rythme, une vraie dynamique et une vraie énergie qui se passe à l'écran. Enfin, je veux dire, c'est un film qui dure 2h43. C'est énorme comme film. C'est quasi 3 heures. Je sais pas toi, mais moi, je me suis pas du tout ennuyé devant. Il n'y a eu aucun moment où j'étais vraiment en train de me dire quand est-ce que ça se finit. Je ne me suis pas ennuyé, il y a quelques moments où l'énergie, l'intensité retombe, où je me disais, bon, là, ça se ramollit un petit peu, après il faut bien aussi dans un film, bien sûr. Mais voilà, premier visionnage, j'ai quand même ressenti un petit peu, je dirais pas non plus des longueurs, hein, faut pas non plus abuser, mais voilà, des petits temps un peu mous. Concernant les décors, l'aspect grandiose, oui, parfois aussi des plans larges qui l'illustrent bien, comme au début du film, là, c'est en Sicile, c'est ça? Je crois, ouais. Bon, en Italie, quelque part. Des plans assez larges qui sont assez jolis. Dans de petites ruelles aussi, même parfois, les scènes d'action pour compléter un peu, qui fonctionnent bien, avec aussi des... Bon, sans rien spoiler, hein, mais des courses-poursuites, vous pouvez facilement vous douter qu'il y en aura. Ouais, dans un James Bond. Je pense que c'est pas un gros spoil que d'avancer que dans un James Bond, il y a quelques courses-poursuites. Attention, en roller, en trottinette. Mais ouais, ça marche plutôt bien aussi, effectivement. Je trouve, je me suis dit, tiens, j'ai pas par contre eu l'impression de voyager, autant que dans certains autres. C'est vrai. Pourtant on voyage beaucoup, hein. On va en Norvège, on va à Cuba, on est en Sicile, en Angleterre, dans une petite île en plein milieu du Pacifique. Si, pourtant on voyage, mais c'est vrai que il y a j'ai pas eu cette impression. Non, mais parce qu'en même temps on est rarement dans des décors qui sont... Différents peut-être? Non, pas forcément différents, mais j'allais dire des décors qui sont exotique, voilà, c'est le mot que j'allais utiliser, parce que l'exotisme est souvent présent dans les James Bond. Il y a ce côté un petit peu pimpant où genre tu sais que tu te balades à travers le monde et souvent il y a des codes couleurs qui sont très marqués. Il y a une certaine uniformité finalement dans le code couleur. Le film est assez sombre, avec une photographie très travaillée, avec des lumières très appuyées. Il y a vraiment une photographie que je trouve très élégante au sein du film, même si elle n'est jamais complètement parfaite. Il y a souvent des maladresses, notamment, alors ça c'est pour moi un énorme point négatif, les combats rapprochés dans le film sont très très mal filmés. Je trouve vraiment les combats rapprochés souvent assez bordéliques et très anarchiques, avec justement cette caméra à l'épaule qui est jamais à la hauteur. Enfin, bon, je sais que Dickens avec Mendes a posé vraiment des codes avec Skyfall où genre les séquences de baston, il faut qu'elles soient lisses, parfaites et très claires, et ce magnifique plan séquence à Macao où il y a vraiment le tueur à gages qui est dans l'immeuble et où ils se battent et où c'est en un seul plan qui va avoir la caméra ensuite qui va plonger dans le vide. C'était presque devenu une base finalement de construction des combats. Je trouve ici notamment dans les premiers combats qu'on voit en Sicile où ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Bah, moi, ce que je t'ai dit en sortant du cinéma en réaction à ce que tu viens de dire il y a quelques minutes là, c'est que bon, j'ai eu la chance aussi de voir Dune, et c'est vrai que bon, Dune, beaucoup de personnes évoquent un peu un manque d'âme, un peu un manque d'émotionnel, donc je l'ai également ressenti, mais j'ai beaucoup apprécié. Ça reste grandiose et très divertissant. Et là, en fait, je me disais, bah ouais, j'ai vu Dune et James Bond, j'aimerais que ce soit un peu du même acabit. Alors, ça l'est, mais j'ai quand même eu un peu moins cet effet waouh, quoi. Parfois sur peut-être une explosion, sur un retournement scénaristique, j'ai pu l'avoir, on pourrait l'avoir, quoi. Mais je trouve que, enfin c'est vrai, là c'est vraiment personnel, hein, du coup c'est très subjectif, j'ai pas eu assez, je dirais, pour un James Bond, cet effet waouh comme on pouvait avoir par exemple, tu sais, dans Skyfall, la longue scène dans la prairie, tout ce qui est en feu, c'est impressionnant et ça dure, quoi. Donc ça a manqué un petit peu, mais bon,
peut-être que sur un deuxième visionnage ça passerait mieux, donc bon, je sais pas. Concernant les scènes d'action, il y en a qui sont assez basiques. Maintenant, il y a toujours des bonnes idées de mise en scène, avec, sans trop spoiler non plus, James va s'accrocher à un filin, tu vois de la scène Tout à fait. dont je parle. Bon bah voilà, c'est un petit ressort scénaristique où là on se dit, waouh, mais moi aussi j'aimerais trop être un agent secret et faire la même chose, quoi. Et ça c'est génial, donc moi ça m'a plu. Et pour illustrer et aller dans ton sens cette fois-ci, donc il y a une scène qui se passe en sous-sol, sans rien dire, sans rien spoiler de plus. Et on va observer effectivement pas non plus une shaky cam comme on peut avoir dans certains films des Russo notamment, mais ouais, ça tremble un petit peu, Ça te rend un voilà petit quoi. peu, ouais. Alors qu'il aurait fallu, de mon point de vue, donc on voit la double agent donc féminine à ce moment-là, hein, voilà, sans rien spoiler non plus, elle va être dans un coin, donc ce sera sur la gauche pour vous, sur la gauche de l'image, et il y a une explosion, elle enclenche des explosifs, et paf, on voit que ça pète, et la caméra se décale, on voit que ça pète. Moi à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, là ça aurait pu être un moment waouh justement, Ouais. si ça avait été fait différemment. Donc on peut simplement imaginer, bah, peut-être, donc pareil pour parler de votre sens à vous, le personnage donc à gauche et une caméra, en fait une sorte de caméra limite de surveillance, tu vois, haut placé, loin, avec un cadre un petit peu comme ça, Comme il y a en juste rayon. après avec James dans la même situation, où il y a exactement la même manière de poser le personnage, et comme tu dis, il y a un plan large qui montre Ouais. l'explosion, et ensuite on se redécale et on se remet sur le côté. Ouais, ça aurait pu être intéressant, mais bon, Ouais. ce n'est pas le cas. Et pour finir, une dernière petite illustration au niveau de la mise en scène, là que j'ai beaucoup aimé, qui te rejoint sur l'aspect grandiloquent et qui m'a aussi beaucoup plu. Il y a une bonne iconographie de James, quoi. Enfin, iconisation, Oui. pardon, une bonne iconisation, utilisons les bons termes. Bon, souvent, hein, c'est voilà. Comment on La dit caméra contre-plongée. en contre-plongée, merci Ouais. Valentin, avec une caméra en contre-plongée, un James physiquement bien, beau gosse, voilà, ça c'est de la mise en scène qui fonctionne toujours, c'est basique, mais bon, ça fait largement le taf et c'est plaisant à voir. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, des petits points comme ça. Non, mais t'as amené plein de points à qui sont noter. vachement intéressants et qui complètent. Enfin, pour moi, ouais, on a bien synthétisé là toute la mise en scène, parce que vraiment, pour moi, c'est une mise en scène qui est très dynamique, qui est très intense, qui est très puissante, et qui a quand même quelques maladresses. Mais ça, je pense que... Ouais. En même temps, je pense vraiment que Sam Mendes, avec Skyfall et le travail de Roger Deakins à la photo, ils ont posé un peu une base que pour moi, c'est l'opposé complet en termes de composition et de mise en scène de Casino Royale. Mais Casino Royale, moi j'ai un affect particulier avec ce film et je trouve que c'est grandiose. Pour moi, vraiment, là je trouve qu'on retrouve en termes de mise en scène un James Bond un peu plus à l'ancienne par une certaine composition, tout en restant moderne. Et c'est assez surprenant. Il y a vraiment une manière de mettre en scène qui fait vraiment penser au James Bond de Pierce Brosnan, tout en gardant cet aspect vraiment très moderne dans le travail de l'image, dans le travail de l'iconographie du personnage, qui fait beaucoup plus penser à Skyfall. Donc moi, je trouve que c'est une jolie synthèse en termes de mise en scène. C'est une bonne synthèse de deux styles très différents, qui rappellent beaucoup le style de Martin Campbell à la Casino Royale, et qui en même temps va chercher autre chose. Et ouais, non, ça marche bien. Je trouve que dans l'ensemble, ça marche vraiment bien. Ouais. Est-ce que toi aussi tu as kiffé ce moment où on le voit faire en décor réel le fameux Oui, de c'est une James très Bond, très quoi. bonne idée qu'on voit dans une Oh là bande-annonce, là. mais c'est extrêmement, Énorme. c'est très généreux ça Énorme. en termes de fan service pour les Ah ouais, amateurs de James Bond, c'est très très bien foutu, c'est très intelligent. Ouais. En termes de casting, alors on va se garder Daniel Craig pour la fin, parce qu'il faudra forcément parler un petit moment sur lui. Le casting dans sa globalité, t'en as pensé quoi? Déjà, j'ai envie de te lancer tout de suite sur Léa Seydoux. Est-ce que t'as bien aimé l'interprétation de Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine? J'ai bien aimé l'interprétation de Léa Seydoux. Nous avons vu le film en VOSTFR. J'ai pas perçu l'intérêt de la faire parler, elle, ainsi que donc qu'un autre personnage, pour ne pas spoiler si vous n'avez pas vu la partie spoil, parfois en français. J'ai pas saisi l'intérêt dans l'écriture de ça, sachant qu'en français ça doit passer inaperçu sur une VF. Je pense, oui. Donc bon, peut-être un revisionnage à voir, mais bon, en tout cas voilà. Donc hormis ça, ouais, j'ai bien aimé. Après, il faut savoir que moi je suis assez posé, assez tolérant globalement avec l'acting. C'est pas là où je vais. Enfin, quand c'est mal fait, et voilà, Ouais. mais c'est pas là où je vais être à me dire ah putain, là c'est trop mal joué. Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, moi, j'y vois aucun problème. Non, mais ouais, Par exemple. alors moi je trouve qu'elle est pas parfaite. Je t'avoue qu'il y a 2-3 scènes où je l'ai trouvé un poil juste, mais pas D'accord. forcément réussi.
Moi, vraiment, les acteurs que j'ai le plus envie de retenir de ce long métrage, c'est plus Jeffrey Wright dans le rôle de Felix Leiter, c'est plus Ben Whishaw dans le rôle de Q, c'est plus Naomi Harris dans le rôle de Moneypenny, c'est plus Ralph Fiennes dans le rôle de M, que je trouve tous vraiment bons. Ouais, Euh, moi fidèle à eux-mêmes vis-à-vis des derniers volets. Hein. Exactement. En fait, Si on devait, pour moi, pointer un point noir, c'est la sous-utilisation de Rami Malek, qui est vraiment vendu comme le méchant principal du James Bond. Au final, on le voit pas tant que ça. Euh, Très en sous-régime par instant, pas forcément hyper passionné par le perso. Néanmoins, il reste charismatique. Mais je le retiens pas plus que ça, moi personnellement. Je sais pas toi, mais moi je le retiens pas plus que ça. À la limite, tu vois, je retiens presque plus Christophe Waltz dans le rôle de Blofeld, qu'on oui, voit mais beaucoup moins, mais qui est d'accord. beaucoup plus charismatique, que lui qui est beaucoup plus effacé. Rami Malek m'a fait penser dans... Bon, alors aussi dans l'écriture de son personnage, hein, mais à... mince, au méchant que l'on trouve, j'ai oublié son prénom, dans Skyfall. Oui, à Javier Bardem. Ouais, voilà, Bardem. Pour moi, on est un peu sur le même genre de personnage. Et C'est vrai, tu as raison. globalement, je trouve que ce qui pourrait manquer pour l'appuyer, c'est vraiment une organisation, une secte, peu importe ce qui y aurait, mais quelque chose de gros derrière lui, ce qui est le cas. Mais on le sent pas assez. Et on voit qu'il a un sbire qui l'accompagne tout le temps, mais en fait, même ce sbire, on le voit très peu avec lui. Tu vois, il manque un peu cet aspect-là. C'est des codes de James Bond qui sont pas forcément hyper bien utilisés Ouais. dans le film. Et c'est ce qu'on Ouais, trouvait, clairement. je trouve, bien dans Spectre, avec cette, bah, cette grande organisation tentaculaire. Il y avait Ouais. ce mentor. Voilà, ça me semblait un peu, un peu mieux géré. Ouais. Et c'est peut-être ce qui fait, donc, pour finir ma longue phrase, que on le sent un peu moins imposant, d'autant plus que son histoire, enfin c'est le fait de pourquoi il est devenu méchant est compréhensible, mais bon voilà, ça fait... Il n'y a pas une vraie identification. Ouais, par c'est rapport ça, à Ouais, non, non. comme on disait, ça peut sembler bateau, quoi. Bon, Ouais, après, tout voilà, à fait. ça reste du James Bond, et moi c'est ok en tout cas. Ouais. Un truc que tu n'as... Un truc. Lashana Lynch. Une j'ai- actrice. Voilà. Lashana Lynch, dans le rôle de Alors, du nouveau 007, Nomi. Ouais, alors moi j'avais pas elle en tête, mais on en parlera après, c'était Anna de Armas. Ah bah oui, Anna de Armas, mais oui, mais ça je le gardais pour juste avant Daniel Craig. Parce que Très pour bien. moi, Anna de Armas, c'est un très bon atout et je trouve qu'elle elle a un côté James Bond girl à l'ancienne, mais en même temps très badass qui fonctionne très bien. Ah ouais. Et Lashana Lynch, dans l'interprétation du nouveau 007, je l'ai trouvé vraiment bonne, trop sous-exploitée. Mais ça, pareil, ça fait partie de ce que je disais en point noir, entre guillemets, de l'écriture, c'est cette sensation qu'il y a des personnages qui sont pas assez tirés vers le haut, alors qu'ils pourraient avoir un vrai potentiel émotionnel beaucoup plus fort. Et c'est un peu dommage. Oui. Mais celui qu'on retient surtout à la fin, c'est... Daniel. Sèche tes larmes. Daniel. Sèche tes larmes. Daniel Craig, donc, qui fait ses adieux au personnage, il démontre qu'il a clairement sa place parmi les bonnes têtes des meilleurs James Bond de tous les temps. Enfin, honnêtement, pour moi, il rejoint Sean Connery et Timothy Dalton, qui sont pour moi les deux meilleurs James Bond de la saga. George Lazenby étant à part, parce que George Lazenby, il a fait qu'un James Bond, donc c'est toujours un peu difficile de juger, mais honnêtement, il est vraiment un très très grand James Bond et il le restera, je pense. Je pense aussi, à savoir que de mon côté, ayant acheté récemment l'intégrale James Bond en Blu-ray, je vais pouvoir les visionner quand je prendrai un moment, mais je regardais, si tu veux, les James Bond de temps en temps à la télévision quand j'étais plus jeune, donc j'en avais vu quelques-uns, mais tout ça pour dire que quand c'est sorti au cinéma, alors je sais plus lesquels j'étais allé voir, mais Casino Royale, Quantum of Solace, etc. En fait, pour moi, James Bond, c'est Daniel Craig. Ouais. C'est un peu, tu sais, cette nouvelle vague. Ah ouais, comme pour Marvel, ah, c'est ça les super-héros. Bon. Donc voilà, donc du coup, moi, je suis tronqué de base parce que pour moi, voilà, c'est 007 dans ma tête égale Daniel Craig. Donc c'est pour ça aussi que je vais faire ce travail de visionnage. Mais et de il faut documentation aussi, sur les anciens. faut aussi avouer que par le fait qu'on grandisse avec lui, on s'est vraiment approprié le personnage en l'identifiant à Daniel Craig, parce qu'il a réussi aussi à poser un côté beaucoup plus émotionnel que ne pouvaient le faire d'autres interprètes de James Bond, où c'était plus charismatique que réellement émotionnel. Alors lui, Ouais. il a réussi à comprendre comment amener de l'émotion à un personnage, et ce que George Lazenby avait très bien réussi à faire avec Au service secret de Sa Majesté, mais où lui il sublime ça, je trouve, en apportant vraiment de la profondeur, de l'intensité et des scènes qui sont vraiment marquantes, et dans Mourir peut attendre, il y en a clairement beaucoup qui le sont grâce à lui. Ouais, tout en gardant ce caractère James Bondien et d'agent secret, donc,
de rester en distance. Il vit des drames. Bon, pour ne pas spoiler le film, on peut parler de Vesper, parce qu'il se passe des choses en fait similaires à ça, finalement, un peu dans toute cette pentalogie, où ça va être très dur pour lui, et finalement, il va continuer à avancer, il va faire son travail de deuil petit à petit, et malgré tout, il va continuer à avancer donc, dans sa vie avec force, détermination, courage. Et ça, c'est aussi un beau message. Exactement. Jusqu'à la fin qu'on évoquait donc Dans la partie spoiler. dans la partie spoiler, tout à Et fait. qu'on ne vous révélera pas ici, bien évidemment. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de Mourir peut attendre? Je retiens un Daniel Craig qui, comme on le disait un petit peu au début, c'était pas hors caméra, on le disait au début, Ouais. a vieilli, ouais. Physiquement, donc qui a vieilli. Hein, ça sera marrant d'ailleurs de me refaire tous les Daniel Craig dans la foulée, parce que l'âge quand même passe, enfin le temps passe. Donc un Daniel Craig qui a vieilli, mais qui pour autant reste tout à fait légitime. Il pourrait encore en faire, bon, hormis de la contrainte du tournage, des cascades et tout, je parle pas de ça, mais juste si là, paf, on claque des doigts, il y a un James Bond, bah oui, Daniel Craig, il y a Il pas peut de le souci, refaire. quoi, bien Il sûr. peut le refaire. Donc, bon, on a eu un film de plus. Moi, je suis heureux d'avoir eu ce film de plus, mais c'est vrai que je ne dirais pas non à d'autres versions James Bond par Monsieur Craig. Donc voilà ce que je retiens déjà, c'est qu'il fait toujours le taf, et largement. On a un parcours du héros, du début, donc voilà, sur la pentalogie, hein, tout simplement. Et moi, j'adore ça. Donc des gens qui vont être comme ça, sur des vagues, qui vont chuter, qui vont remonter. Avec des parcours difficiles, c'est toujours très inspirant. Ça permet parfois d'aider les gens à avancer, en fait, de voir aussi ce genre d'histoire. Donc je trouve ça cool. Et du coup, pour cibler un petit peu plus sur Mourir peut attendre, une belle histoire de James Bond orchestrée par l'amour, mais avec un grand A, quoi, quelque chose de fort, émotionnellement fort. Et même si effectivement, je complète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais comme pour Avengers Endgame, on pourrait dire ah mais ça c'est cousu de fil blanc, ça on pouvait s'y attendre, blablabla. En fait je m'en fous parce que c'est juste un excellent film. Ça manque un peu de ci, un peu de ça, mais bon, ça le fait. Et moi je suis très content d'avoir vu ce film. Ça aurait pu être mieux, mais ça fait largement le taf et ça a été un plaisir de le découvrir en salle. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est une conclusion qui, je pense, va laisser un peu certains spectateurs mi-figue, mi-raisin. Je pense qu'il y a vraiment des fans de la saga qui vont adorer et d'autres qui vont détester ce long métrage. Pour moi, c'est une conclusion à la hauteur du personnage. J'avais vraiment peur parce que ça a toujours été en dents de scie les James Bond avec Daniel Craig. On a eu Casino Royale qui était excellent, Quantum of Solace qui était décevant, Skyfall qui était extraordinaire, Spectre qui, voilà, est mi-figue, mi-raisin pour beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, voilà, il y avait vraiment, vous l'avez vu, moi j'ai pas surkiffé, mais Rémi a beaucoup aimé Spectre, c'est vraiment les avis divergent. Je trouve que ce film-là est bon. Il est pas parfait, il est pas totalement maîtrisé, mais il est bon. Il est vraiment bon, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a vraiment un amour immense pour le personnage. C'est porté par Daniel Craig qui donne tout parce qu'il sait que c'est sa dernière aventure avec le perso, donc il y va à fond. C'est bien mis en scène, sans être flamboyant, mais c'est bien mis en scène. C'est vraiment bien mis en scène. Il y a une dramaturgie qui prend vraiment de la place, mais qui pour autant semble jamais trop longue. Ouais, c'est un bon James Bond. Vraiment, Mourir peut attendre de Kari Joji Fukunaga, c'est un bon James Bond. Ouais. C'est pas parfait, mais c'est vraiment un bon James Bond. Moi, je le garderai bien en tête et j'ai bien aimé. Ouais. J'ai vraiment passé un bon moment et encore une fois, c'est bon de le dire. On ne voit pas passer 2h45. Vraiment pas. On les sent pas passer. Donc ça vaut le coup d'œil. Ouais. Et comme disait Rémi, c'est bien de le voir en salle parce qu'en salle, il y a quand même une puissance. Il y a une ambiance. Je pensais, quand tu parlais à l'instant, à une scène là, qui m'est revenue. Rien que ça, je me dis, ah ouais, en fait, c'est des scènes comme ça qui me donneront envie de revoir le film. Ceux qui auront vu le film se verront de quoi je parle. Quand il y a une course-poursuite en 4x4 et qui se termine dans une forêt, et là... ouais. Voilà, il y a cette suite de scènes qui est pour moi excellentissime et rien que ça me donne envie de revoir le film. Donc ouais, le contrat est rempli, pas forcément à 100%, mais le contrat est rempli et je dirais aussi que c'est pas donné à tout le monde, à toute équipe de réaliser comme ça un James Bond, donc c'est un bon James Bond et c'est cool en fait. Voilà. On finira sur cette bonne note. Ouais. C'est bien dit. Merci mon cher Rémi d'avoir participé à cette petite vidéo. Je sens qu'on va se retrouver dans pas longtemps. Je sais que tu sais très bien de quoi je parle. C'est bon. Mais on va se retrouver dans pas longtemps. Avec plaisir. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Et puis merci Daniel Craig. On pouvait pas finir sur un meilleur mot. Putain, c'est parfait.
pleurer, putain. J'ai failli pleurer à la fin du film.